Intéressons-nous au gardien. Le gardien d'une chose sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, c'est-à-dire l'ancien article 1384 alinéa 1er, le nouvel article 1242, toujours alinéa 1er. Alors, qu'est-ce que le gardien ? On peut hésiter entre deux définitions. D'abord, une définition assez simple, une définition juridique. Le gardien, c'est le propriétaire. Oui, mais ce n'est pas la définition que retient la jurisprudence. La jurisprudence, elle retient une définition matérielle de la garde. Et en fait, c'est depuis un arrêt qu'on appelle l'arrêt Franck, rendu par les Chambres réunies le 2 décembre 1941. Pour qu'il y ait garde, il faut que la personne ait l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Alors, il faudrait même ajouter une dernière condition. Il faut l'usage, la direction et le contrôle de manière indépendante de la chose. Ce qui permet d'exclure justement le préposé qui ne peut pas être gardien parce que c'est le commettant qui a justement le contrôle, l'usage et la direction de la chose. Alors attention en revanche, la condition, le discernement n'est absolument pas une condition pour être gardien. C'est l'arrêt d'assemblée plénière du 9 mai 1984, l'arrêt Gabillet, qui a bien exclu la condition de discernement. Donc que vous soyez un mineur très très jeune, vous pouvez être gardien, ou que vous soyez complètement dément, vous pouvez être gardien d'une chose et donc responsable sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1, nouvel article 1241 alinéa 1. Reste la question de la preuve de la garde, usage, direction, contrôle. Qui doit le prouver ? Évidemment, c'est la victime qui cherche à engager la responsabilité du gardien. Mais elle est aidée. Elle est quand même aidée par le fait que la jurisprudence fait peser une présomption de garde sur le propriétaire. Quand vous êtes propriétaire, vous êtes présumé gardien. Mais ce n'est qu'une présomption simple, c'est-à-dire que le propriétaire peut renverser cette présomption en prouvant qu'il a transféré la garde à autrui. Ça peut être un transfert involontaire, quand il y a eu par exemple un vol, vous vous êtes fait voler votre chose. Ou un transfert volontaire, il y a eu un contrat de prêt, un contrat de vente, une location. Alors attention, la jurisprudence retient surtout en matière de prêt une conception quand même assez stricte du transfert de garde, c'est-à-dire que si le prêt est fait pendant un temps très très court, que c'est dans l'intérêt du propriétaire, que le propriétaire est présent, elle aura tendance à refuser de considérer qu'il y a transfert de garde. Alors, on va maintenant parler de la garde cumulative. Le principe, c'est que la garde, normalement, ne pèse que sur une personne. Il n'y a qu'une personne qui est gardien. Mais la jurisprudence a parfois admis que plusieurs personnes pouvaient se partager la garde. C'est le cas de ce que l'on appelle de la garde collective. Là, c'est vraiment l'hypothèse où plusieurs personnes ont utilisé la chose et il est impossible de savoir qui était le gardien, qui, au moment des faits, avait vraiment l'usage, la direction, le contrôle. Là, dans ces cas-là, eh bien, tout le monde sera condamné in solidum. Allez, tout le monde est collectivement gardien. Attention, c'est pas systématique dans le cadre d'un match de football ou autre. Si on arrive bien à identifier celui qui a lancé la balle, il n'y a pas de garde collective. C'est vraiment dans les hypothèses où, je ne sais pas moi, dans le cadre d'un accident de chasse, plusieurs personnes ont tiré et on n'arrive pas à savoir quel est celui qui a tiré la balle qui a été fatale à la victime. Donc c'est vraiment faute de pouvoir identifier le gardien. Et toujours par faveur pour la victime. Et puis il y a un autre système de garde cumulative, cumulative, où plusieurs personnes peuvent être gardiens, c'est la question de la décomposition entre la garde de la structure et de la garde du comportement. C'est un arrêt que vous connaissez, c'est un arrêt du 5 janvier 1956, l'arrêt oxygène liquide. Alors attention, ça ne s'applique pas à toutes les choses, seulement pour les choses dotées d'un dynamisme propre et susceptibles de se manifester dangereusement. Alors la jurisprudence fait la distinction entre deux potentiels gardiens. Le gardien du comportement. Le gardien du comportement, c'est celui qui a la maîtrise de la chose, c'est la chose entre les mains, celui qui est l'utilisateur de la chose, et la garde de la structure qui sera attribuée au fabricant. Alors c'est vrai que maintenant cette garde de la structure et du comportement, elle a un champ d'application moins vaste avec la loi de 98 sur la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux, mais elle n'est pas complètement obsolète, on en trouve encore quelques manifestations en jurisprudence. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire sur la question du gardien.